Oui, bonsoir à tout le monde pour cette encore rencontre numéro 5, entretien sur le livre du docteur Jacques Vigne qu'on a déjà commencé. Et c'est ce livre, Sourire au-delà du souffrir. Et comme d'habitude, docteur Jacques Vigne, je vais commencer par quelques questions qui sont résidus de ce que vous avez déjà dit la dernière fois. Et on peut se tutoyer, je crois. Tu as dit, Jacques, l'ego n'aime pas le présent. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas être dans le présent. Il saute du passé au futur et voilà, c'est ce qu'il fait la plupart des fois. Donc, ma question, est-ce que c'est lui qui est responsable, par exemple, de la culpabilité et du complexe de culpabilité? Oui, c'est ce que dit Tenzin Palmo, hein, l'ego n'aime pas le présent et parce que il sent qu'il va être dissous par ce présent et donc il se réfugie dans le passé et l'avenir. Et le passé et l'avenir, c'est très lié à la culpabilité effectivement parce qu'on a des regrets pour le passé, des anxiétés pour l'avenir et donc c'est de ça dont on libère le présent. Hein. Dans le présent, c'est plus simple, il y a ce qui est. Et puis, il n'y a pas de regret à propos du passé ou d'anxiété par rapport à l'avenir quand on est vraiment dans le présent. Donc, c'est important de comprendre que l'ego et le présent, c'est comme l'huile et l'eau, et ça nous aide à comprendre pourquoi on a du mal à rester dans le présent, parce que notre ego freine des cas de fer, il sent qu'il va être englouti. Et donc, pour revenir à l'instant même, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ego? Faut avoir le regarder avec humour, en sentant que c'est comme quelqu'un qui ou comme un une entité vivante. Hein, toutes les entités vivantes, la première règle de leur vie, c'est de chercher à survivre le plus longtemps possible. Hein, donc l'ego est aussi une entité vivante et donc comprendre que il a un besoin de survivre, il fait tout ce qu'il fait pour survivre et donc savoir le contourner mais en sachant que ce sera pas facile. Quand on sait que quelque chose n'est pas facile, on fait attention, et que c'est quand on fait attention qu'on peut résoudre le problème. Mais si on pense que c'est facile, on se fait rouler. Et la question de culpabilité, parce qu'elle est lourde, Jacques, et est-ce uniquement euh, le produit de l'ego ou bien c'est quoi ce complexe? Swami Vivekananda, il indiquait quelque chose de très simple. Il disait que la culpabilité, c'était beaucoup avoir de nouveau du plaisir à la faute. Hein. Bon, si on a mangé un gros gâteau au chocolat qu'on n'aurait pas dû, on se dit j'aurais pas dû, mais au fait, quand on se dit j'aurais pas dû, on est en train de nouveau de manger le gâteau au chocolat, donc ça nous donne du plaisir. Et c'est pour ça que la culpabilité est enracinée parce elle continue l'addiction du plaisir sous une forme un peu plus perverse, je dirais, et compliquée. Voilà, donc ça apparaît pas comme du plaisir, mais au fait, ça en est. C'est ce que soulignait bien Swami Vivekananda. Donc ça, c'est important à comprendre. Et puis sinon, travailler dans la justesse, parce que ce que j'ai remarqué sur moi-même aussi, hein, c'est très évident. Là, on projette notre culpabilité sur des détails mais par derrière, il y a des choses qu'on fait qui sont pas du tout justes. On veut pas les voir en face et donc on déplace la culpabilité. Donc, quand on se sent anormalement coupable à propos de quelque chose, se demander est-ce que je suis pas aussi coupable à partir d'autres choses que je veux pas voir en face. Donc ça, Tu peux c'est très donner un important aussi. exemple, c'est pas très, disons, concret ce que tu dis. Je sais pas si on fait des grosses erreurs comme, je sais pas, tromper quelqu'un et puis ensuite on se sent coupable parce qu'on n'a pas remboursé 10 euros à quelqu'un et on s'aperçoit que derrière cet excès de culpabilité à propos d'un détail, il y a une plus grosse erreur qui est d'avoir trompé quelqu'un qui est là.
Mais celle-là, on veut pas trop la voir en face. Donc, elle déguise, disons, une autre faute qui est plus grave. Oui, c'est ça, oui, la culpabilité est souvent un déplacement d'un problème plus profond. Et donc, on se culpabilise sur quelque chose d'un peu superficiel, comme ça, on se fait croire qu'on est quelqu'un de bien, tout ça, mais au fait, on a fait des choses plus graves et qu'on veut pas voir en face. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, Jacques, mais comment à ce moment découvrir cette faute qui est plus grave ou qui est Ben, déguisée? comprendre déjà qu'un train peut en cacher un autre, c'est souvent le cas en psychologie. Donc, on se donne une cause de culpabilité qui est superficielle pour pas voir la cause la plus profonde. Donc, comprendre qu'à ce mécanisme-là. Et ensuite, donc, être attentif et puis relaxer. Hein. Quand on se relaxe par rapport à la première cause de culpabilité, l'autre qui est plus profonde peut remonter. Mais si on se crise sur la première cause de culpabilité, ça bloque tout. Et peut-être qu'elle est là, justement, cette première cause de culpabilité pour éviter de voir la cause la plus profonde. Donc, comme d'habitude, faire face et détendre, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, 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 oui. Et essayer de couvrir. Donc, selon toi, la culpabilité, elle cache une autre faute. Oui, c'est ça, oui, plus profonde. Alors sinon, il y a l'aspect du Dzogchen. Hein, l'aspect du Dzogchen, c'est très déculpabilisant parce qu'ils disent que finalement, dans notre vraie nature, on est suffisamment bon et donc, en fait, il n'y a rien à faire. C'est notre mental qui se construit des besoins d'amélioration. Mais si on arrête l'esprit, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est vrai, hein, fondamentalement, ils ont raison. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même, avant de réaliser ça, beaucoup à défaire. Et c'est cette phrase de Vijayanda qu'on peut méditer pendant longtemps. Il disait, le Vedanta a raison, il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup à défaire. Hmm. Voilà, et donc la culpabilité, c'est des choses à défaire. Et quelque part, quand on revient à notre vraie nature, elle est parfaite, donc il n'y a aucune culpabilité dans notre vraie nature. Donc, ça peut être le traitement de fond de la culpabilité, revenir à notre vraie nature. Donc, même Ma, elle enseignait de dénouer, elle disait dénouer autant que vous pouvez des nœuds. Et après, tout ce qui reste, il va être dénoué de lui-même automatiquement. Oui, c'est ça. Donc et dans les Upanishads, on dit quand les nœuds du cœur sont dénoués, quand les karmas sont coupés, je crois qu'ensuite c'est quand l'ignorance est dépassée, alors il apparaît lui qui est le suprême et l'immanent. Et Hmm. donc c'est là Maitreyi Upanishad, sauf erreur, ou Maitreyi Upanishad. Et donc, c'est dans les textes anciens. Et donc, les nœuds du cœur qui sont dénoués, ça inclut aussi la culpabilité. Pas que la culpabilité, mais aussi la culpabilité. Et Swami Vidyanda disait que chez les brahmanes, la culpabilité était importante parce qu'ils ont la croyance que s'ils récitent un mantra de travers, le pouvoir du mantra va se retourner contre eux. Hmm. Et donc, à la fin de chaque puja, le brahman dit, si j'ai fait des erreurs, pardonne-moi, ô déesse, complète les erreurs que j'ai pu faire. Donc, il y a toujours la culpabilité d'avoir fait des erreurs dans la récitation des mantras. Et comme il récitait pendant des heures, pendant deux têtes, et ben, c'est évident qu'il faisait des erreurs. Donc, il demande pardon à la fin. Mais Et Jacques, voilà, la culpabilité est importante chez les brahmanes parce qu'ils ont un grand désir de pureté. Et donc, Vijayanda disait que c'était un stade pour eux, cette culpabilité, quand ils se perfectionnaient, mais qu'il fallait qu'ils le dépassent. et la culpabilité n'est pas une sorte d'autopunition en quelque sorte? Alors, il y a cet aspect-là, oui, mais derrière l'autopunition, il y a du plaisir. Alors, c'est peut-être du masochisme, pourquoi pas, mais ce Vijayanda, il soulignait le plaisir qu'il y a dans la culpabilité. Par exemple, si on était en colère contre quelqu'un, on se rappelle la colère, et la colère, ça donne une jouissance. Et donc, on s'est dit, là, je lui ai dit ce que je voulais dire. Donc, derrière la culpabilité, il y a la satisfaction de rejouir du passage à l'acte. Donc, un plaisir de se faire souffrir. Non un plaisir d'avoir fait souffrir les autres, mais voilà, et on a du plaisir à ressentir ce plaisir qu'on avait eu. Finalement, à travers la culpabilité, on le revit et ça nous fait du plaisir. C'est pour ça que c'est difficile de se décoller de la culpabilité, parce que derrière, il y a un plaisir, le plaisir du rejeu. Et donc,
comment s'en sortir, à ton avis? Yani, le Par le moyen. sens de l'humour, hein, quand on a compris nos mécanismes psychopathologiques, on s'en défait. Et puis par le retour au souffle naturel, hein, le Bouddha le dit dans ses sutras sur la méditation. Il dit que il y a plein de choses qu'on explore, en particulier donc les contenus du mental. Et dans les contenus du mental, on inclut aussi les mécanismes du mental. Et quand on comprend ces mécanismes et qu'on revient au souffle naturel, le mécanisme perd de sa prégnance parce que tous ces mécanismes pathologiques ils sont basés sur des tensions. Et donc, quand on résout les tensions par le retour au souffle naturel ou dans le Dzogchen, ils insistent carrément sur l'arrêt du souffle, même en le poussant de façon non naturelle. Et donc, là, on a des mécanismes psychopathologiques qui s'arrêtent. Et l'arrêt du souffle, ça met bien parce que voilà, c'est un repos complet. Le souffle naturel nous repose aussi. Donc, on associe ces mécanisme psychopathologique, un repos complet, c'est comme une sorte de solvant universel qui dissout toutes nos pathologies, ce Et repos arrêt complet. du souffle, tu parles, c'est-à-dire retention L'arrêt poumon aortique, vide. hein? Oui, l'arrêt poumon en général, dans le Dzogchen, clairement, il parle de l'arrêt poumon vide. Mhm. Bon, dans ce que je connais, il me reste encore à travailler en pratique, mais enfin, ça me rappelle beaucoup de choses du Vedanta, donc c'est pas complètement nouveau pour Et moi, loin de là. Jacques, justement, et là, tu as parlé déjà d'un sourire aux pensées collantes. Elles Oui, sont encouragées par nous et notre mental. Donc, c'est presque le même mécanisme dont tu viens de parler. Tu as dit oui. que cette Oui, culpabilité. Vijanda, il disait de temps en temps que notre mental était comme un chat. Hein, les chats, ils viennent quand on n'a pas besoin d'eux, et puis quand on veut les câliner, ils s'en vont. Comment? Donc, on a un peu, notre mental est un peu comme un chat, il n'est pas facile à gérer, on peut pas se couvrir avec un chat. Et c'est-à-dire, quoi faire dans ce cas s'il est comme un chat? Ben, c'est sûr que le progrès en méditation, c'est de rendre notre mental souple, hein, le malléable. Et c'est ce qu'appelle Selva en tibétain. Et Tenzin Palmo insiste là-dessus. Donc, c'est juste le contraire de ce que croient les débutants en méditation. Quand on leur parle de concentration, ils se crispent tout de suite et ils se bloquent. Mais au fait, la vraie focalisation, c'est justement de rendre son mental souple et malléable. Oui, mais de toute façon, Tenzin Palmo parle de Teflon Mind, d'un Teflon Mind. Parle du Teflon Mind, Ah oui, c'est ça, oui, oui. qui Donc, ne colle un pas. mental, oui, qui se détache constamment, hein, de ce qui tend à saisir. Et Et même le à la Bouddha, place il du dit velcro. que la souffrance provient d'un esprit qui s'accroche. Oui, tout à fait, tout Oui, à fait. mais comment sortir de cet accrochement de l'esprit quand ces Ben, c'est idées par la collantes? relaxation, hein, une relaxation tellement importante qu'elle rend tout notre corps fluide et puis ensuite vide. Hein, donc, du tendon au fluide et du fluide au vide. C'est le mécanisme. D'ailleurs, le Bouddha a un mot très intéressant dans les 7 facteurs d'éveil. Il parle de prashabdi. En pali, c'est pasabdi. Et on traduit ça par relaxation, mais étymologiquement, enfin, c'est mon avis. Il faudrait quand même que je vérifie ça dans un dictionnaire pali quand je serai au Sri Lanka. Je pourrais le faire ça ou je demanderai à des moines qui s'y connaissent. Et donc, di, c'est le courant de conscience, comme dans Samadhi, et shrav qui coule, et pra vers l'avant ou d'une façon qui fait progresser. Et donc, c'est cette fluidité dans notre courant de conscience à l'intérieur du corps et même par la visualisation au-delà du corps, c'est un facteur d'éveil parce que ça permet de dépasser plein de crispations qui sont des bases de psychopathologie. Et c'est quoi précisément le facteur d'éveil? C'est écoulement? Pasabdi, Hein? P-A-2-S-A, B-A-D-H-I, Et Pasabdi. oui, le On sens, c'est traduit ça quoi? par relaxation, mais je trouve qu'une meilleure traduction plus proche de l'étymologie, c'est fluidité, écoulement naturel, écoulement sans obstacle, écoulement qui nous fait progresser, écoulement Mhm. parfait. Pra, ça veut dire parfait aussi. Le prakri, c'est l'action parfaite. Donc, et le mantra que tu as répété autrefois, laissez venir, laissez partir, c'est ça? Alors, oui, ça mène à cette fluidité. Oui, oui, c'est tout à fait lié, effectivement. C'est le mantra, le grand mantra du Dzogchen, hein, le Dzogchen Rinpoche, il y vient tout le temps. Laissez venir, laissez partir. Hmm.
Donc, laisser Et pour venir les laisser partir, pensées et puis leur permettre de partir parce que la plupart des fois, elles viennent, c'est simple de les accueillir, mais c'est encore beaucoup plus difficile de leur dire adieu ou au revoir. oui, et ça, ben, pour ça, Vajrasattva est bien. Donc, c'est un travail de fond. Et dans les pratiques dites préparatoires, ils font ces pratiques de Vajrasattva 100 000 fois. Et donc, c'est faire descendre la lumière à travers tout le corps, vers les mains, vers les pieds. Et quand on fait descendre cette lumière, ça donne une relaxation, une joie qui nous permet de décoller justement ce qui colle. Donc, Descendre c'est la la pureté de la lumière. foudre. Donc, on envoie la foudre sur ce qui colle. Et à ce moment-là, ça se décolle. De toute façon, en psychologie actuelle, il parle de descendre à l'étage du corps. Parce que si on reste au niveau des pensées, c'est difficile de s'en sortir avec les pensées Oui, parce collantes. que les pensées sont liées au verbal, à l'imaginaire, et c'est quelque chose qui bouge très vite. C'est un peu comme essayer de chasser des bulles, quoi. On n'a pas d'action réelle. Hmm. Alors qu'avec les sensations, on a une action plus réelle. Mais ça, c'est ce que le dit le Bouddha depuis 25 siècles, hein. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est nouveau pour les thérapies, oui. Qu'est-ce qu'il a dit précisément, le Bouddha? Ben, il disait que ces 16 strophes d'Ananda, que je cite souvent, quand on lui a demandé de résumer tout l'enseignement du Bouddha à 50 ans qu'il était Oui. auprès de lui, et il a dit l'ami est mort, c'est-à-dire Sariputra venait de mourir, le maître est parti, donc aussi le Bouddha venait de mourir, et tout ce qui nous reste maintenant comme ami et maître, c'est l'attention tournée vers le corps. Donc il parlait pas de mantra, il parlait pas d'analyse intellectuelle et verbale, il parlait pas d'image mentale, il parlait l'attention tournée vers le corps. Eh, l'attention tournée vers le corps, c'est-à-dire observer les sensations du corps, ça consiste en quoi? Observer sans y réagir, hein. Donc ça, c'est très important parce que si on réagit, on est de nouveau emmêlé dans le mental et ses associations. Donc réussir à observer de façon sans y réagir. C'est un peu l'image qui me vient à l'esprit comme une opération des os où on a besoin d'une stérilité très avancée du champ opératoire. Et donc, sinon, quand on laisse s'associer, c'est un peu comme des bactéries qui se développent sur la blessure et qui aggrave en général l'agitation mentale, toutes ces associations. Donc, il faut vraiment faire un champ stérile et qu'il n'y ait aucune association qui se fasse comme aucune bactérie qui vienne à l'intérieur du champ opératoire. Mais Jacques, quand tu parles précisément, et je te cite, tu parles de sourire aux pensées collantes, c'est-à-dire les accueillir. Qu'est-ce que tu veux dire par là, sourire aux pensées collantes? Oui, parce Souvent, que ces pensées collantes, elles sont négatives, elles sont gênantes. Comment sourire à ces pensées? oui, c'est ça. Et donc, les voir, une des manières aussi qui est très bonne, c'est de les voir comme une mère voit son enfant qui pleure. Elle sait qu'il pleure parce qu'il a quelque chose à dire. Et donc, elle reconnaît ce besoin de l'enfant. Et donc, nos pensées, elles sont pas vraiment négatives, mais elles sont là pour nous avertir quelque chose qui va pas, ou elles sont là pour nous protéger aussi. Et je sais qu'Anne-Sophie, elle insiste dessus avec ces méthodes d'Internal Family System ou autres, mais c'est au fait une forme de bienveillance envers soi-même, hein, de comprendre que les douleurs ont quelque chose à nous dire, les pensées soi-disant négatives ou les émotions perturbatrices ont des choses à nous dire. C'est des réactions naturelles, mais qui sont simplement pas adaptées au contexte. Mais sinon, la peur, bien sûr, ça nous protège du danger, la colère ça nous permet de lutter contre les ennemis qui veulent nous détruire. L'ignorance, ça nous permet de pas nous préoccuper de tous les problèmes du monde comme on a tendance à faire de nos jours avec les médias. Et donc, ça permet d'avoir une vie plus tranquille. Donc, il y a des qualités dans ces émotions perturbatrices ou dans ces éléments cognitifs comme l'ignorance qui sont quand même pas très positifs. Mais il y a quand même certains éléments positifs dedans. Donc, les voir et les accepter comme tels. Ça permettra d'être plus nuancé vis-à-vis de soi-même et de pas tomber dans une sorte de paranoïa où il y a un surmoi lumineux qui veut détruire l'obscurité de façon manichéenne. Et si ces Ça, c'est pas pensées forcément la bonne manière de faire. si ces pensées, Jacques, ont un certain, comme tu viens de dire, message à nous dire, comment déceler, comment comprendre, essayer de connaître ce message?
Ben, en évitant de tomber dans la dualité bien mal, c'est-à-dire une distraction, c'est pas forcément complètement négatif. Donc, comprendre que elle veut nous dire quelque chose et la respecter presque comme un être vivant, comme un visiteur. Ma disait que les maladies étaient pour elle des visiteurs et elle les accueillait, elle leur demandait pas de partir parce que quand des visiteurs venaient chez elle, elle leur demandait pas de partir non plus. Donc, c'était une façon qu'elle avait dit dire de la manière dont elle acceptait les maladies. Et donc, c'est quelqu'un qui vient nous visiter, qui a quelque chose à nous dire, qui a besoin aussi de notre compassion, d'être connu. Ça permet d'avoir une méditation beaucoup plus douce et équilibrée. Mhm. Sinon, on est dans la dualité, moi contre les autres, et ça peut tourner à la paranoïa. Mais c'est aussi un manque de bienveillance envers soi-même. Je sais que ce matin, dans l'initiation au vœu du Bodhisattva, elle dit que c'est un vœu très élevé et qu'il faut bien que ça s'accompagne de bienveillance avec nous-mêmes, parce que des fois, on a l'impression qu'il faut y jeter au feu pour les autres. Elle dit non, il faut aller progressivement et comprendre que nous-mêmes, nous avons aussi besoin de bienveillance. Il y a vraiment une nuance délicate entre ne pas demander aux pensées de partir et les laisser partir. Oui, Parce que toi, hein, tu dis laissez venir, laissez partir. Et là, tu ben, dis c'est un peu comme quelqu'un qui vous embête. La bonne attitude psychologique, c'est de pas le contrer, parce que si on le contre, il s'accrochera et ça deviendra un combat, quoi. Il faut éviter le côté conflictuel. Et donc revenir aussi à notre soi, à notre vraie nature, qui n'est pas touchée par ses pensées. Hein, donc dans la Bhagavad Gita, ils le disent, hein, le soi n'est pas brûlé par le feu, il n'est pas desséché par le vent, il n'est pas coupé par le fer, il n'est pas dissous par l'eau. Même les éléments ne peuvent pas atteindre ce soi. Et donc quand ils décrivent les qualités Vajra, la nature de l'esprit dans le bouddhisme tibétain, ils ont exactement la même comparaison. hmm, ok. Et Jacques, aussi, tu as parlé la fois dernière d'un bâillement subtil. Et là, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu d'une manière un peu concise? C'est quoi le Oui, bâillement? ben, l'idée, c'est d'aller vers le subtil. Donc, au début, c'est important d'avoir des bâillements physiques parce que ça nous détend. Je parle en début de session. Et puis après, le bâillement physique peut devenir aussi trop grossier, prendre trop de place. Et donc, on passe au bâillement subtil. Et donc, avec un début de bâillement grossier, c'est-à-dire un bâillement subtil, on a le même effet de détente qu'avec le bâillement grossier. Parce que, par exemple, dans le rêve, on bâille pas, hein, mais si on s'est habitué au bâillement subtil, on aura les bénéfices du bâillement même dans le rêve Oui, mais en quoi et même en consiste ce méditation bâillement profonde. subtil, Jacques? C'est ça ma Pardon? question. En quoi consiste ce bâillement Ben, c'est un subtil? début de bâillement qu'on ne continue pas et donc il se continue de façon ressentie, mais pas de façon physique. Mais le début de bâillement, on l'enclenche de façon physique, puis après ça continue de façon ressentie, comme si on C'est-à-dire, faisait le vrai bâillement. pratiquement, c'est une petite ouverture de la bouche qui ne Oui, une s'étend petite pas. ouverture de la bouche et on sent qu'elle continue comme si c'était le bâillement physique, sauf que le corps ne réagit pas par les contractions musculaires, mais on sent les mêmes effets bénéfiques de détente que le bâillement physique. C'est OK. ça qui est très intéressant. Mhm. Et tu as parlé, Jacques, aussi la dernière fois du sourire de Bouddha en disant que c'est un demi-sourire, vu la souffrance du monde. Mais pourquoi ça ne porte pas atteinte au bonheur lui-même de Bouddha s'il est un demi-sourire? Ben, c'est une manière dont le Thich Nhat Hanh explique le sourire du Bouddha, qui n'est pas un rire, hein. Si les gens sont dans la souffrance et qu'on rit, ils se sentent insultés. Mais si on fait un demi-sourire, ça veut dire qu'on comprend leur souffrance, mais qu'on suggère qu'il y a quand même une façon de sortir de la souffrance, même si c'est pas forcément immédiat à réaliser. Donc, c'est l'interprétation de Thich Nhat Hanh en disant parce qu'il y a la souffrance dans le monde, il sourit pas complètement, mais parce que il a trouvé une manière de sortir de la souffrance complètement, là, il sourit quand même. Donc, le résultat, c'est un demi-sourire. Mhm. OK. Donc, Mais bon, il y a plein de citations du Bouddha où il parle du bonheur du nirvana comme
une joie extatique, hein. Il Oui, a mais beaucoup de phrases très ce fortes là-dessus. demi-sourire, c'est-à-dire cette souffrance des gens, lui cause une peine en quelque sorte. Ben, quelque part, oui, où il joue un peu comme une mère compatie avec son enfant qui pleure parce que sa poupée est cassée. Elle compatit, donc elle joue la souffrance, tu vois. Donc, est-ce que c'est une vraie souffrance ou pas? Certainement, c'est pas une souffrance au sens habituel du terme. Même dans l'hindouisme, on dit que les sages prennent les maladies physiques de leurs disciples sur eux, mais c'est sous forme atténuée. Ils prennent pas tous les cancers ou toutes les pneumonies, mais ils prennent un petit quelque chose qui montre qu'ils sont reliés aux disciples, même dans leur corps. Mhm. Ok. Et tu as parlé aussi, Jacques, d'une air vague. Et Oui, les gens n'ont pas compris de quoi il s'agit. Ce nerf vague, et c'était pas la première fois dont tu parles, mais oui, oui. Donc, c'est très à la mode en ce moment, le nerf vague. Mais derrière cette mode, il y a quelque chose d'important. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, le nerf vague, c'est le nerf parasympathique, le nerf calmant. On l'appelle vague parce que son trajet était vague. Il descend dans le poumon droit, puis ensuite il va vers le cœur à gauche. Mais on réussissait pas à identifier ses fibres en anatomie. Et c'est qu'en travaillant très précisément qu'on s'est aperçu qu'il se démultipliait en beaucoup de fibres. Et c'est pas donc un nerf qui est facile à identifier quand on dissèque un cadavre. Voilà, donc ça c'est le nerf vague, c'est l'origine du nom. Et donc, ce que disait Stephen Porges, qui a beaucoup travaillé sur le système parasympathique, il disait si on réussit à stimuler de façon naturelle et régulière le nerf vague, on sera capable de guérir pratiquement toutes les maladies psychiatriques. Parce que pour, si tu veux, le physiologue qui était Stephen Porges, pour lui, la différence entre névrose et psychose, par exemple, était superficielle. C'était toutes les deux des formes de stress qui étaient pratiquement les mêmes. Hein, voilà, donc l'antistress, c'est le nerf vague. Donc, il disait, travaillons le nerf vague directement, essayons de développer toutes les techniques naturelles possibles pour développer la puissance du nerf vague et antagoniser système sympathique qui se coince en état d'activation et qui fait le stress chronique. oui, mais est-ce que le nerf vague, Jacques, existe anatomiquement? Ben, il existe au début, puis ensuite il se répand dans différents filaments, et donc il n'y a pas de nerf en macroanatomie, mais si on regarde au microscope, on voit les tas de petits filaments qui passent vers le cœur. Donc bien sûr, il existe au début anatomiquement, ensuite il est beaucoup moins visible, et ensuite on le retrouve au niveau du cœur, il freine le cœur constamment. Et il faut savoir que le cœur, il bat à 90 d'habitude. Si on prend un cœur, qu'on le met isolé dans du sérum physiologique, il battra à 90. Donc, il est constamment ou pratiquement constamment ralenti par le nerf vague. Et quand on a des petites émotions ou quand on en joue aussi et qu'on veut un peu d'accélération du cœur, sans stimuler le système sympathique, on soulève simplement le pied du frein à pédale, c'est-à-dire du nerf vague. Et donc, on met un peu moins de nerf vague et le cœur retrouve son rythme naturel à 90. Et puis, quand il n'y a plus à jouer ou à répondre rapidement et quand il n'y a pas de vrai stress à long terme, on stimule pas le sympathique, et on rajoute au contraire de l'intensité dans le nerf vague, c'est-à-dire on appuie sur la pédale de frein de nouveau et se retrouve au rythme de 60. Mais 60, c'est pas le rythme naturel du rythme du cœur, du muscle cardiaque, c'est 90. 60, c'est que on a un nerf vague qui calme régulièrement son cœur. C'est intéressant à comprendre parce que moi, j'avais étudié la médecine, mais j'avais pas vu ce point-là. Et donc, j'ai cru jusqu'à il y a 2 ans, au moment où j'ai lu ça, que le rythme naturel du cœur, c'était 60. Non, c'est un cœur qui est déjà bien ralenti par le nerf vague, mais c'est très utile parce que quand il y a ce ralentissement du nerf vague, on se sent beaucoup mieux. Oui, donc le nerf vague, Jacques, c'est une nouvelle découverte, si j'ai bien compris. Ben, c'est une ancienne découverte, mais maintenant on lui donne de l'importance et donc on fait des techniques naturelles pour stimuler le nerf vague et donc on trouve des vidéos sur YouTube là-dessus, des livres aussi et ça reprend bon, des techniques de yoga, mais pas que. Voilà, il y a des techniques qui sont pas trop dans le yoga et qui stimulent quand même le nerf vague. Euh,
On peut le stimuler à partir de l'oreille, un système. Il y a des électroaimants, mais ça, c'est des systèmes thérapeutiques et c'est pas complètement naturel, même si c'est pas des médicaments. Mais par contre, de façon complètement naturelle, par exemple, à tourner doucement le, la tête de gauche à droite, ça étire physiquement le nerf vague et finalement, ça l'apaise. Voilà, parce que le nerf vague passe dans le cou à droite. Donc, si on tourne à droite, puis ensuite on le détend à gauche, le nerf vague est étiré, il est détendu, et il semble que donc c'est une bonne action pour comprendre que il faut mettre une détente dans toute cette zone. Et Donc, il y a des livres là-dessus. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de les regarder en détail, et je pense qu'ils reprennent beaucoup de choses, d'autres techniques, mais c'est bien de savoir, d'avoir la garantie des physiologistes que là, on est sûr de stimuler son nerf vague, ce qui est de toute façon très utile. oui, et comme quoi d'autres techniques à part bouger le cou? Ben, je crois qu'ils reprennent toutes les techniques connues de relaxation, tu vois, il y a ça. La relaxation, typiquement, ça stimule le nerf vague. Alors après, ce qu'on dit en méditation profonde, il faut pas qu'il y ait qu'une stimulation du nerf vague, mais il faut qu'il y ait une co-stimulation du nerf vague et du nerf orthosympathique. Voilà, et donc c'est un état de relaxation hyper vigilante. C'est ça la bonne méditation. Et donc, les deux, finalement, sont impliqués. Mais comme d'habitude, on a l'hypervigilance du stress qui n'est pas très positive. Il faut apprendre à mettre beaucoup de nerfs vagues. Et puis, à la fin, on trouve son équilibre. Mhm. Mais le gros du travail pour le méditant ou la personne en thérapie, c'est de développer plus de calme, plus de focalisation et donc stimuler le nerf vague très directement. Ok. Je reviens à ton texte, Jacques. À la page 121, tu dis là, ce que disent d'ailleurs les thérapeutes aux malades. Occupez-vous de ce qui va bien en vous et laissez l'équipe médicale s'occuper de ce qui ne va pas. Ma question, pratiquement, c'est pas facile. Notre pensée s'en va directement et automatiquement à ce qui ne va pas en nous. Oui, et donc c'est la distraction, hein, une bonne manière d'aller au-delà de la douleur, c'est la distraction, c'est à ne pas être focalisé par elle. Et moi, j'ai vu dans mon cancer de la prostate, j'ai eu une dizaine d'opérations avec anesthésie générale, plus des manipulations sans anesthésie, mais qui étaient pas un peu bizarres. Et donc, j'ai remarqué que la distraction marchait bien, par exemple, quand quelqu'un remontait des sondes, etc., et que ça marchait pas, que ça saignait, etc., que ça faisait mal, je parlais avec lui. Et le simple fait de parler, ben, on n'est plus focalisé sur la douleur et ça marche très bien. Hein, penser à sa phrase, même pour parler des vacances, etc., peut dire des choses banales. Et les thérapeutes le savent, hein, les bons infirmiers, ils parlent avec le patient pendant qu'ils font leurs gestes. Du coup, le patient, ben, il faut qu'il réponde quelque chose de logique. Et donc, il oublie sa douleur pour quelques secondes pour le temps de faire sa phrase, puis ensuite l'infirmier donne une autre phrase, etc. Et finalement, ça distrait. Ou alors, il y a un truc d'infirmier ou d'infirmière, euh, quand la personne est très craintive des piqûres, par exemple, dans la fesse droite, elle donne une claque sur la fesse gauche. Alors la personne est tellement surprise qu'elle oublie la douleur de la piqûre sur la fesse droite. Voilà, donc il y a des trucs comme ça qui aident. Et l'idée, c'est réussir à distraire et à passer à autre chose. Voilà. Donc, Et- le mantra aussi, c'est quelque chose, quand on récite son mantra, ben, on récite son mantra, donc on passe moins à la douleur. La douleur, elle profite du fait qu'en nous terrorisant, elle occupe toute la place. Hein, c'est comme un fantôme qui dit maintenant, il n'y a que moi, etc. Tu dois m'obéir. Et donc, quand on lui fait sentir la douleur qui n'a pas toute la place, ben, elle s'enfuit déconfite. Ben, justement, Jacques, à la page 122, tu dis, même si une partie de votre corps souffre, votre esprit peut rester tout à fait confortable. Ma Oui, question, c'est le grand mantra Tenzin Palmo. C'est OK de ne pas être OK. est-ce faisable à notre niveau ordinaire de conscience? Oui, ben prendre comme mantra, c'est OK de ne pas mettre OK. Et on sent un centre vide dans le cœur qui est complètement calme, un peu comme l'œil du cyclone, et on grandit ce centre vide. Et d'ailleurs, Vivekananda, il donnait l'image du sage dans l'action. Il disait, c'est comme un cyclone, hein, son centre est stable, et puis autour, ça bouge très vite. Et donc, c'est une bonne image aussi, quand on sent qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'on a peur d'être dépassé.
ou de perdre les pédales, de perdre son calme. À ce moment-là, on imagine qu'on est un cyclone, mais on est concentré sur le centre du cyclone, qui est un œil calme, comme quand on dit OK, hein, il y a un O qui est le centre, le noyau calme, le noyau vide. Hmm. OK, à la page L'idée, c'est 120. de d'agir et de penser et de parler à partir du centre. À ce moment-là, on se relie à chaque fois au noyau calme et les choses se passent bien mieux. Mais d'habitude, on est dans la réaction, dans l'impulsion, la contre-pulsion, la répulsion, et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on a perdu le lien au centre. Peut-être OK. qu'on l'a jamais eu. À la page 124, Jacques, tu cites Chuang Tzu qui dit, je ne sais plus si je suis un homme qui rêve d'être un papillon ou un papillon qui rêve d'être un homme. Et ma question, est-ce une pure belle poésie, imagination un peu surréaliste? Alors, donc, c'est très intéressant comme phrase. Déjà, c'est peut-être une des citations les plus connues de le Chuang Tzu. Et Chuang Tzu est très ancien. Je pense que c'est le deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ. Et donc, je pense pas qu'il y ait eu à cette époque d'influence directe du bouddhisme, mais c'était quelque chose qui était dans l'air du temps. Utiliser le rêve pour se détacher de l'enfer mental qu'on se crée à soi-même. Hein, donc, et quand la réalité perd de sa réalité. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est très angoissant, mais si c'est bien utilisé, au contraire, ça peut être très relaxant. Hein, on voit ça comme un rêve, donc il y a une distance naturelle qui s'établit et ça fait le dédoublement thérapeutique. Hein. Le rêve, c'est finalement un dédoublement thérapeutique. On, on vit des choses, mais on les vit pas complètement, on les vit de façon déconnectée. Comme ça, l'appel à déconnexion s'associe au souvenir un peu stressant qu'on revit et le stress est dissous. Et c'est pas une sorte de fuite dans l'imaginaire? Alors, donc, dans le rêve, s'il y aurait sa fuite dans l'imaginaire, ça règle le problème. Hein, voilà, on est dans l'imaginaire, on est bien. C'est déjà une grande capacité, une grande compétence de trouver un endroit où on est bien. Et dans les psychothérapies, ils l'ont compris. Et à la place d'être dans la psychothérapie habituelle, verbale, où on dit parlez-nous de vos problèmes, comme le médecin dit parlez-nous de vos symptômes pour qu'on détermine le diagnostic, qu'on vous donne les médicaments. Donc, en psychothérapie, ça se passe pas comme ça. Donc, dans des thérapies plus améliorées, enfin, qui prennent conscience de ça, à ce moment-là, on demande aux personnes d'avoir un état ressource et on relie la zone problématique étant tendue à l'état ressource. Hein, c'est bien de regarder les zones problématiques parce qu'il y a des associations d'images qui se font. Et dans ces associations d'images, donc, il y a des clés pour d'où vient le problème, mais en même temps, revenir à l'état ressource, ça résout aussi d'autres causes du problème qu'on n'a pas vues, même si on les a pas vues. Si on fait, on rapproche régulièrement la zone tendue de la zone ressource, à ce moment-là, on va très profond. Et Anne-Sophie, elle le sait très bien aussi, et elle emploie un terme que je connaissais pas. Elle dit, quand on verbalise trop ses problèmes, ce qui était le dogme de la psychanalyse, elle dit on risque de repathologiser, c'est-à-dire en revivant le problème, en parlant, et on lui donne plus de solidité, quoi, que sinon. Et j'ai vu ça avec un psychanalyste lacanien. C'était un jeune interne qui ne jurait que par Lacan. Et là, il écoutait pendant des heures des psychotiques. Et moi, je voyais les psychotiques par derrière. Et j'avais l'impression qu'ils s'étaient aggravés parce que il se disait le, le psychiatre m'a écouté pendant toute l'heure sans rien dire, raconter ce que je pense. Et donc, ça, il pense que j'ai raison puisqu'il ne me contredit pas. Voilà. Donc, à mon Et avis, tu ça enfonçait reprends plutôt. quand on verbalise nos problèmes, Pardon? et tu reprends ce qu'elle disait, quand on verbalise nos problèmes. Ben, c'est un risque, donc la verbalisation des problèmes, c'est de repathologiser, comme on dit, Hein. c'est-à-dire revivre la pathologie. Voilà, ça n'empêche pas que, bien sûr, surtout quand le thérapeute fait connaissance avec le patient, il faut qu'il écoute très attentivement ce que le patient dit, parce qu'il y a des clés. Voilà, mais ça ne doit pas être forcément l'essentiel de la thérapie. L'essentiel de la thérapie, vu de façon moderne, c'est
reprendre les problèmes qu'on a de façon relaxée et d'insister sur la relaxation parce que c'est finalement ça qui est difficile. Parler d'un problème, on y arrive, hein. On parle de problème avec sa voisine, avec tout le monde, on se plaint et c'est confortable de se plaindre, mais il faut aller plus loin, être capable de regarder ce qui nous fait mal dans un état complètement relaxé. Et c'est cette compétence qui est véritablement thérapeutique. C'est une compétence qu'on développe, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. À la page 130, Jacques, tu dis et tu parles de travailler à soulager ces petites ou grandes douleurs est un bon exercice de bienveillance envers soi-même. Et ma question, c'est une sorte de tourner encore une fois l'attention vers le corps? Oui, c'est ça. Quand on n'aime vraiment pas quelqu'un, la réaction, c'est de pas le voir, et ça peut aller jusqu'à une attitude psychotique, hein. Quand on déteste vraiment quelqu'un, quelque part, on fait comme s'il n'existait plus. Mais au fait, il existe beaucoup en nous. Il est comme une épine dans le pied dans le pied qu'on veut pas voir. Et donc, il faut bien comprendre ces mécanismes. Et le travail, c'est de voir ce qui nous ne va pas. Et donc, on revient à cette règle de Vanchi, faire face, se détendre, trouver son équilibre. Faire face seul, ça suffit pas parce que ça peut augmenter la souffrance. Il faut faire quelque chose pour la souffrance, c'est-à-dire se détendre. Et à ce moment-là, on trouve son équilibre. Et évidemment, si on fait pas face, ben, il n'y a rien qui se passe. Oui, mais faire face et comment retourner vers le corps en faisant face? Ben, justement, on se demande qu'est-ce qui nous fait souffrir. On le regarde de près et en le regardant de près, ben, on a plus de chances de pouvoir l'accepter et le dissoudre. Mhm. C'est comme un chirurgien, s'il doit aller crever un abcès, ben, il faut d'abord qu'il le trouve à l'intérieur du corps. Voilà, et s'il doit couper quelque chose qui est malade, il faut d'abord qu'il identifie où c'est exactement. Voilà, donc c'est très, très important d'observer pour savoir où sont les tensions, où sont les nœuds, où sont les problèmes dans notre corps et dans notre esprit. Et tu crois chaque nœud a en quelque sorte une incarnation dans le corps, il est incarné. Alors, oui, oui, chaque nœud mental correspond à un nœud physique. Et ça, au début, les gens le savent pas ou le comprennent pour des choses plutôt grossières, mais ne le comprennent pas pour les choses subtiles. Et donc, le grand travail du méditant, pour ça, Bouddha Ghosa le disait déjà au IVe siècle après Jésus-Christ, en synthétisant 9 siècles d'enseignement du Bouddha. Et il disait dans cette méthode, donc, qui est la méthode du Vipassana, on va toujours chercher les racines corporelles de nos obstacles psychiques. Et finalement, on les trouve. Et il dit, si vous les trouvez pas, cherchez plus et vous les trouverez. Et à ce moment-là, c'est là qu'on résout les choses en profondeur. Mhm. Donc, si on ne les trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche davantage? Oui, si on les trouve pas, on cherche davantage. Par exemple, au niveau de la respiration, il y a des moments où la respiration devient très subtile et donc on se dit c'est un obstacle, je sens plus ma respiration, donc j'inspire plus fort. Il y a des gens qui font ça, j'inspire plus fort. Mais les bons méditants, ils disent non, non, il faut aller au contraire augmenter sa conscience comme on augmente le grossissement d'un microscope pour voir des choses de plus en plus subtiles. Et ça revient indirectement à l'arrêt respiratoire. C'est qu'est-ce que c'est qu'une respiration subtile? C'est une respiration qui va vers l'arrêt. Donc, si on va vers le très subtil, on se rapproche de l'arrêt respiratoire et là, il se passe plein de choses intéressantes. En particulier parce que, à cause de l'arrêt respiratoire, il y a moins d'oxygène dans le sang. Donc, il y a une réaction des endorphines. Et les endorphines, ça nous donne un réveil intérieur. Ça augmente notre joie et notre capacité de clarté d'esprit. Jacques, à la page 136, tu cites le Bouddha qui dit que dans tout ce que tu vois, il n'y ait que ce que tu vois, que dans ce que tu entends, il n'y ait que ce que tu entends, que dans ce que tu penses, il n'y ait que ce que tu penses. Ma question, c'est une sorte donc de pratique de concentration? Alors, concentration et aussi détachement, c'est-à-dire on a envie d'associer mille choses à propos d'une sensation, d'une image, d'une pensée, et donc faut stopper ce mécanisme, hein, ne pas associer et rester dans l'événement de base.
Hein. Donc, on dit que le Bouddha dit ça à Sadhu, un moine errant hindou, qui voulait avoir un résumé de sa méthode. Et le sadhu était déjà très avancé. Et donc, quand il a entendu cette phrase, il y a une flamme qu'il a pris au ciel et il a été immédiatement libéré. Mhm. Alors, Thich Nhat Hanh et le bouddhisme ancien dit qu'il a été immédiatement libéré. Et les Tibétains qui aiment bien les flammes qui montent dans le corps, eux, ils disent que c'est une flamme qui l'a emmené au ciel. Oui. Donc, une concentration et un détachement, c'est ça? Oui, c'est ça. Le concentration, c'est de voir où il y a le papier peint et où il y a le mur. Et nous, on refait une nouvelle chambre, donc il faut retirer tout le papier peint. Et donc, il faut passer la spatule entre le mur et le papier peint. Mhm. C'est ça le travail de la méditation. Mais au début, ça colle, on voit pas, donc on essaie de gratter avec la pointe du couteau. Mais ça prend des heures, puis on abîme le mur et puis on abîme la pointe du couteau et ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, faut vraiment trouver la spatule entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Donc, là, c'est ce que dit le Vedanta aussi, c'est séparer le réel de l'irréel, ce qui est notre soi de ce qui n'est pas notre soi. Et le papier peint, c'est quoi précisément? Et le mur, c'est quoi? Ben, le mur, c'est notre vraie nature, et le papier peint, c'est tout ce qu'on lui a collé depuis l'enfance. Et donc, il y a toutes sortes de stupidités, d'impulsions, de répulsions, de compulsions, de rétropulsions. Et c'est tout ça qu'il faut nettoyer pour Mhm. avoir le mental calme auquel rien ne colle. Donc, devenir Et purement téflon et pas du tout velcro. donc, au lieu de gratter, qu'est-ce qu'on fait? On détache le papier peint? Ben, on insère la spatule quand on voit un petit espace entre le mur et le papier peint, et à partir de là, on décolle. Mhm. Donc, il faut chercher un point précis pour décoller. Et on le sent dans le corps, hein. On sent où est la sensation et où est l'interprétation automatique de la sensation. Et ces interprétations automatiques, il faut stopper. Les sensations, on a peu de pouvoir pour les stopper, mais les interprétations automatiques, si on est rapide, précis, on peut les stopper dès qu'elles arrivent. Hein, c'est un peu comme dans une réunion au travail, il y a un monsieur ou une dame qui est la paranoïaque de service ou le paranoïaque de service. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour semer les zizanies et de troubler toute la réunion. Donc, le chef de réunion, qui la connaît, quand elle ouvre la bouche, avant même qu'elle ait dit un mot, il dit, Madame ou Monsieur, je vous arrête tout de suite. Et voilà, du coup, la personne est réduite au silence et on peut continuer la réunion tranquillement. Donc, on a plein de choses comme ça notre capacité à se plaindre, c'est une sorte de paranoïaque interne qui est tout le temps à parler de ce qui va pas. Et donc, c'est sur ce genre de personnage à l'intérieur de nous qu'il faut réussir à arrêter tout de suite. Mhm. Et à la passant 37, tu dis l'art de la méditation est d'aller des choses visibles jusqu'à celles invisibles. Et ma question, les choses invisibles ne sont-elles pas plutôt du domaine métaphysique et de l'au-delà? Et ben dans la théologie, justement, il y a une parole qu'on dit ad invisibilia, ad invisibilis ou quelque chose comme ça. Enfin, donc du visible ad visibilia, ad pro peut-être visibilier ou enfin pas visibilias, je sais plus, hein, le visibilia, oui, l'accusatif pluriel. Amenez-moi, ils disent dans le yoga, hein, amenez-moi du visible vers l'invisible, quelque chose comme ça, non? Non, fais-moi passer des ténèbres à la lumière. Fais-moi passer du tamas, tamasoma, oui, c'est les ténèbres à la lumière. Et fais-moi passer de la vie à la mort. Et le troisième, c'est fais-moi passer donc des ténèbres à la lumière, de la, euh, de, de l'ignorance, je pense à Hmm. non. Voilà, enfin, en tous les cas, c'est la même idée. Oui, il y a une transformation à faire et une transformation du matériel en subtil. Et donc, les grands pédagogues qui étaient les sages, hein, Jésus, Bouddha, ils avaient énormément de comparaisons pour faire comprendre qu'est-ce qui se passait dans le subtil. Ils partaient de quelque chose de physique et ils allaient vers le subtil. Et ça reste toujours une bonne méthode, hein. Je sais que dans
dans mes séminaires, j'utilise beaucoup d'images parce que les images, c'est entre le physique et le subtil. Ok. Et au niveau maîtrise émotionnelle, on s'est aperçu que l'apparition des images aide à maîtriser les émotions. Par exemple, un enfant se met facilement en colère. On lui dit, mais regarde ta météo intérieure. Des fois, tu as l'orage et la pluie. D'autres fois, tu as le beau temps. Et donc, il associe sa colère à l'orage et la pluie. Alors, comme il sait très bien qu'après l'orage et la pluie, il y a le beau temps, il sait qu'en lui, il pourra trouver le beau temps s'il laisse passer cette colère sans vouloir, enfin sans trop culpabiliser autour, mais sans l'exprimer non plus, quoi, voilà. Donc, ce soit simplement un orage intérieur. À la page 38, Jacques te dit, il est préférable de prendre un épisode qu'on a réellement vécu dans le passé, tu parles de la méditation, plutôt que de construire un événement agréable de toutes pièces. Pour notre système intérieur, ce sera tout simplement plus crédible. Ma question, mon expérience personnelle confirme ce que tu dis. Reprendre mes rencontres avec, par exemple, là, mes maîtres, les Swami Shidananda, etc. C'est-à-dire travailler et s'imaginer comme si dans un film, euh, ce qui s'est passé avec les maîtres, les beaux moments, ça rafraîchit ou bien ça fait monter un peu le moral. Oui, c'est l'idée du gourou yoga. On se met en présence du gourou comme s'il était là. Et donc, alors pour des gens qui n'ont pas eu de gourou, ils ont quand même eu des gens qui les ont aidés. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un thérapeute, et donc ils peuvent s'aider de ces gens-là, hein, ou une personne qui vous a vraiment aimé et donc qui vous a aidé avec son amour. On peut se remettre en face et ça aide déjà bien. Mais c'est sûr que si c'est un vrai maître spirituel, ça aide encore plus parce que ça va beaucoup plus loin dans la profondeur. Donc, s'y inspirer des beaux, disons, de belles expériences qu'on a eues dans la vie, des beaux moments. Oui, c'est ça. Et puis de nos jours, grâce aux films, on peut voir des gens qui ont un certain niveau spirituel de près. Et donc, on peut travailler à partir de ça en vidéo aussi. Je sais que pour moi, une vidéo de Tenzin Palmo, c'est très bien. Voilà, alors on est toujours content d'être avec elle en, en vrai. Et puis aussi, quand on lui pose une question en entretien et qu'elle vous y répond personnellement. Là, on se dit, voilà, il n'y a plus à m'échapper en se disant, ça, c'est pas pour moi. Il y a tout ça qui joue, mais voilà, avoir des vrais maîtres et bien travailler sur ce qui se dégage d'eux, c'est très utile. Mais comme maintenant, beaucoup de choses passent par Internet, il faut chercher sur Internet les critiques contre quelqu'un qui est connu, et en général, on en trouve, mais il faut chercher parce qu'évidemment, ils ont des experts de l'Internet qui essaient de faire taire les critiques sur l'Internet. Ils font même des procès aux sites où il y a des critiques. Donc, il faut chercher. Mais quand on cherche, on peut trouver beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on comprend qu'il y a des problèmes avec ce maître et on le laisse tomber. De toute façon, même le Lama, il dit espionner, si vous voulez. Oui, c'est ça, oui. Il Et donc, utilise le le terme problème, espionner, si vous voulez choisir un maître, espionner. Renseignez-vous bien. Le problème des enseignants connus, que ce soit les évêques, les cardinaux, les gourous, les papes, c'est qu'ils sont régulièrement devant des milliers de personnes et donc tout est réglé par la liturgie et donc on ne peut pas trop les voir dans leur état naturel. Et donc alors que pour se rendre compte d'un maître, il faut le voir dans son état naturel. De toute façon, Même au niveau des ressources humaines, hein, si on a des gens qui sont proches, ben justement, l'intérêt de les voir proches, c'est qu'on les voit dans leur état naturel. Si on les voit que dans des cocktails mondains, on ne se rend pas compte de ce qu'ils valent. et tu continues à la même page pour dire une bonne méditation, comme une bonne transe, n'est pas fabriquée de toutes pièces, comme une sorte de délire, mais fondée sur des éléments tangibles de notre passé qui nous fournissent des fondations. Donc, ma question, partir donc du vécu et de l'expérimenter. Ben, ça me fait penser à une histoire soufie. Hein, le maître demande à son disciple, est-ce que tu as des œufs? Alors le disciple répond oui. Est-ce que tu as une poêle? Oui. Est-ce que tu as du feu? Oui.
est-ce que tu as de l'huile? Alors le maître, le disciple répond oui. Et alors il lui dit à la fin, bah fais une omelette. Tu vois? Mhm. Donc, on a tout en nous, mais il faut quand même un maître pour nous dire, tu peux rassembler tout ça et en faire quelque chose de bon. Sinon, on sait pas, on n'y pense pas, on veut pas, enfin, on est bloqué, quoi. Voilà, donc c'est derrière l'aspect de blague, c'est au fait très profond. Un maître, c'est celui qui nous permet de faire des synthèses avec tout ce qu'on a et d'en faire quelque chose de bon et de beau. Mais à défaut d'un maître, souvent on est loin ou on n'a pas l'accès à un maître. Oui, ben on peut faire ça avec faire une méditation. On se dit, au fait, j'ai tout en moi, mais je réussis pas à rassembler les choses qui pourraient aller bien ensemble. Donc, il faut que je cherche où sont les éléments pour faire l'omelette et qu'ensuite je passe du temps à faire l'omelette. Voilà, donc réfléchir sur cette image toute simple et voir à quoi ça peut correspondre en nous. Où sont les éléments dispersés qu'il faut mettre ensemble pour faire l'omelette. Et puis, on peut visualiser au centre du cœur le feu, la poêle et l'omelette en train de cuire. À la page 139, tu dis le fait de trouver refuge dans une visualisation positive fait évidemment penser à la base même de la religion, où les fidèles méditent sur l'existence du paradis à travers les hauts et les bas de la vie courante. La transe induite par cette image paraît bien avoir un certain pouvoir thérapeutique. Donc, ma question, toute cette histoire de paradis est donc, selon toi, essentiellement destinée à soulager nos souffrances psychiques et somatiques? Oui, alors donc c'est vrai que le paradis, quand c'est bien vécu, c'est ressenti. Donc c'est le bonheur du paradis, on le sent immédiatement. Hein, voilà. Donc alors évidemment dans la foi, on se dit je sais que je vais avoir le paradis, mais quand on se dit je sais que vais avoir le paradis, qu'on se le représente, qu'on le sent, eh ben c'est finalement immédiatement. Donc la croyance au paradis bien comprise, a un effet immédiat. C'est ça qu'il faut comprendre le paradoxe. Alors évidemment, il y a des gens qui fuient dans le paradis, mais justement, fuir dans le paradis, ça veut dire ne pas sentir le paradis complètement. Si on le sent le paradis complètement, c'est plus une fuite, c'est une expérience présente. Et ça, le paradoxe à bien comprendre. Mhm. Et à la page 144, tu dis accepter le mental tel qu'il est, donc paradoxalement, à ne plus chercher à se débarrasser des problèmes. Donc, est-ce une espèce de laisser-aller? Notre mental est une usine qui fabrique continuellement des problèmes? Alors oui, c'est ce que dit la non-dualité, et donc le laisser au repos. Hein, c'est aussi une forme de bienveillance envers soi-même. Hein, même si on a un animal de trait, dans la Bible, on dit il faut lui laisser le repos le jour du sabbat. Et donc notre mental, on le traite comme un animal de trait, on ne le laisse jamais en repos. Et du coup, c'est une grande bienveillance envers soi-même de pouvoir lui offrir du repos, un repos complet. Mais il faut savoir faire et c'est pas facile. C'est tout un Ben, entraînement. en quoi consiste ce repos? C'est quoi ce repos, frère? Bah, on le sent quand on est dans l'arrêt poumon vide. C'est pour ça que dans le Dzogchen, ils insistent beaucoup sur l'arrêt poumon vide. L'arrêt poumon vide, surtout quand on le prolonge un temps soit peu, et ça nous donne une expérience de vrai repos. Mais c'est la nature de notre mental de fabriquer des problèmes, de créer des problèmes. Ben, quelque part, oui, hein, c'est pour ça que la solution, c'est le repos du non mental. Sinon, il en fera toujours. C'est un bouillonnement, le mental. Et Mais donc, justement, c'est notre expérience. C'est un mental qui ne cesse pas de jumping, de sauter ici et là, qui ne cesse pas de penser comment le et reposer. du coup, dans le commentaire, on fait quelque chose et puis il commente. Hein, comme nos parents nous ont commenté ce qu'on faisait quand on était petit, on intègre ces commentaires et on continue. Le problème, c'est que ces commentaires sont souvent assez négatifs. Et donc, ça nous pompe notre énergie. Comme un enfant qui est tout le temps critiqué, il se décourage. Ben, notre mental de base, s'il est tout le temps critiqué par une autre partie du mental, qui est la partie du juge, du critique, etc., un sous-personnage, quoi, de juge, de critique, à ce moment-là, ben,
l'enfant mental de base se découragera. Donc, et notre mental, il est formé de, disons, de plusieurs parts qui se contredisent, qui luttent Oui, entre de eux-mêmes. plusieurs parts et qu'il faut chercher à harmoniser. Donc, c'est l'idée de l'internal family system, mais aussi d'autres thérapies. Et donc, c'est pour ça que quand on médite sur la mère divine, par exemple, ou sur la bonté divine, ça crée un nouveau personnage en nous qui a un effet bénéfique. Mhm. Donc, pour se réconcilier entre nous et nous-mêmes. C'est ça, augmenter le positif en nous-mêmes. Les religions, elles tournent autour de ça avec des mythes métaphysiques différents, mais elles tournent autour de ça. Mhm. OK. Voilà, bah, je crois que c'est bon. Aujourd'hui, on a passé une bonne heure à travailler ensemble sur ces questions. Là, on va passer à une méditation d'une demi-heure et puis un quart d'heure d'échange. On Très va bien.